Lorsque la famille de Jacqueline décide de quitter leur campagne natale pour s'installer à Cali, la troisième ville la plus peuplée de Colombie, ils pensaient qu'une nouvelle vie remplie d'opportunités allait s'offrir à eux. Malheureusement, ils étaient loin d'imaginer que cette vie rêvée allait se transformer en véritable cauchemar. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'affaire d'aujourd'hui fait froid dans le dos et elle nous rappelle que parfois, le danger est bien plus proche qu'on ne le croit. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste histoire. Jacqueline Velasco Martinez naît le 20 octobre 2001 dans le sud-ouest de la Colombie, plus précisément dans le département de Cauca. Elle grandit heureuse, entourée de ses parents, Floralba Martinez et Didier Velasco. Son père, Didier, avait eu d'une première union une première petite fille qui ne vivait pas avec lui et elle adorait Jacqueline. Elle ne la considérait pas comme sa demi-sœur, mais comme sa véritable petite sœur. Jacqueline vit avec ses parents dans une petite ville de 10 000 habitants, El Bordo, située dans le département de Cauca. C'est une petite fille qui adore chanter, elle est sociable et très souriante, elle a de nombreux copains avec lesquels elle passe des heures à jouer. El Bordo est une petite ville agricole, il y a beaucoup de paysans et les parents de Jacqueline font des petits boulots en fonction des besoins des paysans du coin. La situation est très modeste, pour ne pas dire précaire, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte pour la petite famille, c'est qu'ils soient heureux et en bonne santé. En 2011, alors que Jacqueline a 9 ans, le pays est frappé par d'importantes grèves du corps enseignant. Les professeurs demandent de meilleures conditions de travail, des salaires plus élevés et surtout plus de sécurité dans certaines régions dans lesquelles des groupes armés terrorisent la population et ont déjà tué plusieurs enseignants. La petite ville d'El Bordo est pleinement touchée par cette grève et la petite fille manque plusieurs semaines d'école. Ayant eu connaissance que dans certaines régions, certaines villes, la grève était moins importante, les parents de Jacqueline, qui aspirent et espèrent le meilleur pour leur petite fille, prennent la décision de quitter le monde rural. Ils souhaitent que leur enfant, contrairement à eux, réussisse ses études et ils ne peuvent donc pas se permettre de rester dans un endroit où à chaque grève, la quasi-totalité de l'enseignement est à l'arrêt. De plus, les perspectives d'études et d'emploi à El Bordo sont très faibles et Floralba, la maman de Jacqueline, a la chance d'avoir l'une de ses tantes qui vit et travaille dans une grande ville à Cali, se trouvant dans le département voisin. Cette tante est prête à les accueillir et elle propose même du travail à Floralba, c'est une opportunité rêvée. La petite fille qui vient tout juste de faire sa première communion est très triste de devoir quitter ses camarades de classe et ses copains, mais ses parents la rassurent et lui promettent qu'une fois son certificat d'éducation primaire en poche, ils retourneront à El Bordo afin qu'elle puisse revoir tous ses copains. C'est donc durant l'année 2011 que la petite famille déménage à Cali chez la tante de Floralba, Gloria. Une meilleure vie remplie d'opportunités s'offre à eux. Malheureusement, Floralba et Didier ne se doutent pas que ce choix, cette nouvelle vie, va les plonger dans le désespoir le plus profond. Au départ, tout se passe pour le mieux pour la petite famille. Gloria, la tante, les accueille avec plaisir et engage même Floralba au sein de son commerce de restauration rapide situé dans le quartier de Santander, au nord de la ville où il réside également. Jacqueline, quant à elle, découvre une nouvelle école, une nouvelle maîtresse et malgré le fait qu'elle débarque en cours d'année, elle se fait rapidement de nouveaux amis. Très sociable, elle s'intègre très vite. L'année 2011 se déroule à merveille pour la famille. Jacqueline passe avec brio dans la classe supérieure, sa maman travaille chez sa tante et son papa réussit à décrocher des petits boulots et espère une situation professionnelle stable. Cette nouvelle vie démarre avec succès.
Quelques mois passent, nous sommes en septembre 2012 et la petite fille, désormais âgée de 10 ans, est remplie d'une motivation sans faille, portée par la promesse faite par ses parents. Son cœur brûle d'espoir à l'idée de décrocher en novembre, à la clôture de l'année scolaire, son précieux certificat d'éducation primaire. 2 mois d'école la séparent désormais de la joie de retrouver ses amis à El Bordo. Le vendredi 7 septembre 2012, à midi, Didier récupère sa fille à l'école et ils rentrent tous les deux à la maison. Jacqueline ne se déplace jamais seule dans les rues de Cali, il y a toujours au moins un de ses 2 parents qui veille sur elle. La petite fille qui a, depuis quelques mois, un nouveau vélo est ravie de faire chaque jour le trajet école-maison avec. Vers 12h30, ils arrivent à la maison, Floralba est toujours au travail, Jacqueline est seule avec son papa. Elle range le vélo et déjeune avec Didier. Après le repas, elle va dans sa chambre et fait une sieste. Aux alentours de 15h, elle demande à son papa si elle peut aller au restaurant de sa tante pour y appeler sa grande sœur. Le restaurant n'étant qu'à 5 minutes à pied, Didier lui permet d'y aller seule à condition qu'elle n'y aille pas en vélo. Vers 16h30, après avoir terminé le travail, Floralba rentre à la maison. Elle demande à son mari où se trouve leur fille, mais Didier, étonné, lui répond que justement, elle devrait être avec elle. Un frisson parcourt la nuque de Floralba. Elle dit à Didier qu'elle ne l'a pas vue et immédiatement, les 2 parents retournent au restaurant. Jacqueline est partie depuis plus d'1 heure et Floralba est très stressée. Elle a un mauvais pressentiment. Lorsqu'ils arrivent au restaurant, Jacqueline n'y est pas. Ils vont chez leurs voisins, font le tour du quartier, aucune trace de la petite fille. L'angoisse atteint son paroxysme, Floralba et Didier ont l'impression que le monde est en train de s'effondrer sous leurs pieds. Les heures passent et toujours aucune nouvelle de Jacqueline. À 18h30, Floralba et Didier se rendent au poste de police afin de leur signaler la disparition de la petite fille. Malheureusement, les officiers présents leur disent qu'ils ne peuvent commencer aucune recherche pour l'instant et qu'ils doivent attendre 72 heures. Cette réponse de la police les plonge davantage dans la panique. La nuit commence à tomber, des voisins et des membres de la famille se joignent aux parents dans leurs recherches. Ils y passent toute la nuit, mais rien n'y fait, la petite fille reste toujours introuvable. Personne ne l'a vue, où peut-elle bien être? Floralba et Didier sont totalement effondrés, ils n'espèrent qu'une seule chose, que leur petite princesse leur revienne saine et sauve. Le lendemain, le samedi 8 septembre 2012, les recherches continuent, les voisins, la famille, les amis sillonnent la ville de Cali à la recherche de la petite fille. Des affiches sont placardées, elles mentionnent que la petite fille a de longs cheveux noirs, qu'elle mesure environ 1m40 et qu'elle portait un chemisier blanc ainsi qu'une jupe et des chaussures rouges au moment de sa disparition. Les habitants et les commerçants sont interrogés, tout le monde fait de son mieux pour retrouver la fillette. En fin de matinée, Floralba et Didier se rendent de nouveau au commissariat. La police décide finalement de lancer l'enquête sans attendre les 72 heures de disparition de la petite fille de 10 ans. Les forces de l'ordre songent au départ à une fugue. Cette hypothèse est renforcée lorsqu'une équipe de police découvre, en cherchant des indices dans l'ordinateur qu'utilisait Jacqueline, des photos intimes d'elle prises avec la webcam de son ordinateur. Les policiers pensent donc que la petite fille a pu fuguer pour rejoindre un éventuel petit copain. Ils expliquent à la famille que de nombreux cas de disparition de jeunes filles sont en réalité des fugues. Mais pour les parents, cela est impossible. Jacqueline a toujours demandé la permission pour tout, c'est une petite fille innocente, jamais elle n'aurait fugué ainsi. Au 3e jour de la disparition de la petite fille, l'enquête piétine jusqu'à l'arrivée d'un témoin qui va relancer l'enquête. Un homme travaillant non loin du restaurant de Gloria raconte avoir vu, vendredi 7 septembre, la petite fille monter dans un pick-up gris ayant une double cabine. Ce véhicule était conduit par un homme, mais il ne l'a pas vu correctement.
La police suit donc cette nouvelle piste et cherche à savoir à qui appartient ce véhicule et surtout qui le conduisait. Pour beaucoup, ce témoignage montre que la petite fille a été enlevée, seulement la police a une autre hypothèse. Selon le témoin clé de cette affaire, Jacqueline semble être montée de son plein gré dans le pick-up, ce qui prouve selon les enquêteurs que la fillette connaissait le conducteur. C'était sans doute quelqu'un de proche. Cependant, n'étant à Cali que depuis quelques mois, la famille avait encore un cercle de proches restreint. La police se met aussitôt à chercher qui, dans l'entourage de la famille Velasco-Martinez, conduit un pick-up gris. Rapidement, les enquêteurs découvrent au sein des proches des parents de Jacqueline quelqu'un qui conduit un véhicule similaire. Cet individu, qui devient alors le principal suspect de cette affaire, n'est nul autre que le mari de la tante qui accueille la famille, un certain Oscar Eduardo Cadavid. Le jour de la disparition de la fillette, son père Didier avait appelé Oscar pour savoir s'il savait quelque chose, s'il avait vu la petite fille. Ce dernier lui répondit que non, il ne l'avait pas vue de tout l'après-midi. Seulement, un deuxième témoin, un voisin du restaurant, se manifeste et il ne raconte pas du tout la même chose. Il affirme avoir vu Jacqueline avec Oscar cet après-midi-là. Les policiers ont maintenant 2 témoins et un suspect. Ils se renseignent sur Oscar et découvrent que cet homme de 39 ans vient récemment de sortir de prison. Il vient de purger une peine de 7 ans pour tentative de meurtre lors d'une bagarre. Ils décident de l'interroger sans tarder. L'homme raconte aux enquêteurs, contrairement à ce qu'il avait précédemment affirmé à Didier, qu'il était effectivement en compagnie de la fillette l'après-midi du 7 septembre. Il continue en leur expliquant que la petite fille souhaitait l'accompagner pour aller chercher un colis en centre-ville à 20 minutes du restaurant. Après cette course, ils se sont rendus chez Gloria pour y déposer le colis. Par la suite, il a fait le plein dans son pick-up avant de raccompagner l'enfant. Interrogé par la police sur le lieu où il l'avait déposé, il précise ne pas l'avoir laissé directement devant sa maison, mais dans une rue avoisinante. Pour finir, il déclare qu'une fois la fillette déposée, il avait rejoint un ami au centre commercial Rio en plein centre de Cali. Ils étaient restés ensemble tout l'après-midi. La police interroge donc cet ami, un certain Castillo, qui confirme les dires d'Oscar. Son alibi tenant la route, Oscar est remis en liberté. Néanmoins, les enquêteurs nourrissent toujours de sérieux doutes à son égard. Pourquoi n'a-t-il pas dit à Didier qu'il était avec Jacqueline et surtout, il est la dernière personne à l'avoir vue? Les recherches continuent et la police demande à Gloria de voir les films de vidéosurveillance des caméras de son établissement. Sur ces films, on peut voir Jacqueline discuter avec Oscar à côté de son pick-up. L'homme montre ensuite du doigt un endroit et Jacqueline part dans la direction indiquée par Oscar. Les policiers pensent que l'époux de Gloria a indiqué à la fillette l'endroit où elle devait l'attendre, comme s'il voulait éviter de la faire monter dans son véhicule devant les caméras du restaurant. 1 minute plus tard, le pick-up démarre en récupérant sans doute la petite fille. Les enquêteurs ont de plus en plus de doutes concernant Oscar, mais son ami Castillo, qui a pour lui le fait d'être inconnu des services de police, a validé son alibi. Aussi, ils n'ont pas de preuves formelles qu'Oscar soit lié à la disparition de la petite. Toutefois, ils perquisitionnent son véhicule avant de l'analyser. Tout le quartier de Santander est sous le choc, cela fait maintenant près d'1 semaine que la fillette a disparu. Beaucoup pensent à un kidnapping. Une marche est organisée, la famille, les amis, les voisins et les camarades de classe de Jacqueline participent. Lors de cette manifestation, de nombreuses pancartes, banderoles et drapeaux blancs sont brandis, appelant au retour de la petite fille. L'enquête continue et une récompense de plus de 2 000 € est offerte à quiconque est en mesure de donner des informations concernant Jacqueline. Parallèlement, la police retrace, grâce à son téléphone portable, les trajets qu'Oscar raconte avoir faits et il constate rapidement une anomalie. Un appel qu'il a eu durant l'après-midi démontre qu'il n'était pas au centre commercial avec son ami.
Suite à cette découverte, ils interrogent de nouveau Castillo, cette fois-ci en lui mettant la pression. Ils lui disent qu'ils ont la preuve qu'il a menti et que s'il s'entête, il aura de gros ennuis. Castillo change alors immédiatement sa version. Il avoue aux policiers qu'il n'était pas en compagnie d'Oscar durant l'après-midi, cependant il leur certifie qu'il n'était pas au courant pour la petite Jacqueline. Lorsque les policiers lui demandent pourquoi avait-il menti, il leur répond qu'Oscar lui avait demandé de le couvrir car il était en compagnie de sa maîtresse et qu'il ne voulait absolument pas que Gloria le sache. D'ailleurs, cette dernière avait essayé de l'appeler à plusieurs reprises durant l'après-midi. Castillo le jure, il souhaitait seulement couvrir un ami infidèle. En revanche, un peu plus tard dans l'interrogatoire, il raconte une chose qui le met très mal à l'aise. Il explique que quelques heures plus tard, en début de soirée, Oscar lui avait demandé un service. Il était venu le récupérer afin qu'il l'aide à nettoyer son pick-up. En effet, le véhicule était très sale, il était rempli de boue. Castillo finit en disant qu'Oscar semblait assez anxieux et pressé pendant qu'il nettoyait son pick-up. Quelques heures plus tard, les analyses du pick-up d'Oscar tombent et révèlent qu'il y avait plusieurs cheveux de la petite fille à l'intérieur. Seulement, ces cheveux retrouvés ne sont pas des preuves concluantes, étant donné que la petite fille avait été aperçue à l'intérieur du véhicule et qu'Oscar avait reconnu l'avoir fait monter pour faire une course. Mais les policiers n'abandonnent pas. Les suspicions envers l'homme sont trop fortes et ils se mettent à scruter minutieusement les caméras de la ville afin de connaître précisément le trajet qu'Oscar avait fait en compagnie de Jacqueline. Parallèlement, Floralba et Didier gardent toujours espoir de revoir leur petite princesse. Ils postent des affiches dans toute la ville de Cali ainsi que dans les villes et villages alentours. Plusieurs marches réunissant des centaines de personnes ont lieu, demandant la libération de la petite fille. Aucun corps n'a pour l'instant été retrouvé et identifié comme étant celui de l'enfant. Pour beaucoup, l'espoir est toujours de mise. Les analyses des vidéos par la police, quant à elles, durent plusieurs semaines et les forces de l'ordre découvrent qu'Oscar leur a menti sur toute la ligne. Son itinéraire au sein de la ville de Cali ce jour-là ne colle absolument pas avec sa version. 6 mois après la disparition de la pauvre petite fille et des recherches éprouvantes, le 1er mars 2013, Oscar, qui est le principal suspect pour la police, est arrêté dans le restaurant de son épouse, Gloria. Depuis des mois, les relations entre Floralba et sa tante ne sont plus au beau fixe. Les suspicions envers Oscar se font de plus en plus grandes. Floralba et Didier pensent fermement qu'il a quelque chose à voir avec la disparition de leur fille, d'autant plus qu'il a menti à Didier en lui disant le jour du drame qu'il n'avait pas vu Jacqueline. Floralba et Didier étaient au courant lorsqu'ils ont débarqué à Cali que l'homme de 39 ans venait de sortir de prison. Mais bien qu'il ne lui faisait pas totalement confiance, selon le couple, il semblait plutôt équilibré et jamais il n'aurait pensé qu'il pouvait faire quoi que ce soit de mal à leur petite fille. D'ailleurs, il se montrait très distant avec Jacqueline et ses parents veillaient à ce qu'il ne se retrouve jamais seul avec la petite fille. Quand Oscar fut incarcéré, Floralba implora sa tante de persuader son mari de révéler où se trouvait la petite fille. Hélas, Gloria se fâcha et rétorqua sèchement à sa nièce qu'il n'était pas responsable de cette tragédie. Malgré son emprisonnement, Gloria soutient toujours bec et ongle son époux. Pour elle, il est une malheureuse victime du destin, du hasard. Il est en prison à cause de ses antécédents. Pendant ce temps, une multitude de témoignages surviennent indiquant que la petite fille a été aperçue dans plusieurs villes du pays ainsi qu'en Équateur. Seulement, ces témoignages sont-ils vrais ou sont-ils issus de personnes peu scrupuleuses souhaitant mettre la main sur les 2000 € de récompense? Les parents de Jacqueline, avec ces différents témoignages, imaginent le pire pour leur petite fille. Ils pensent qu'Oscar l'a enlevée puis vendue à des trafiquants d'enfants. La police, ne rejetant aucune piste, envisage désormais l'hypothèse que Jacqueline ait pu être vendue à des trafiquants qui auraient traversé la frontière colombienne. Cependant, Oscar de son côté, qui clame toujours son innocence,
ne donne aucune information pouvant étayer telle ou telle thèse. Pour Floralba et Didier, le temps s'est arrêté il y a 6 mois. Ils sont en plein cauchemar. Chaque jour qui passe est une torture, mais ils se raccrochent toujours à l'infime espoir de retrouver leur petite princesse vivante. Floralba a passé plusieurs annonces dans les médias suppliant en pleurs les éventuels ravisseurs de sa fille de la relâcher. Ils espèrent également que Oscar soit rapidement jugé. Peut-être que devant la sentence qui lui pend au nez, il avouera enfin ce qu'il a fait à leur petite fille. Malheureusement, près d'1 an plus tard, un coup de téléphone vient enterrer définitivement tous les espoirs de Floralba et Didier. Le 1er avril 2014, soit 1 an et demi après la disparition de Jacqueline, Floralba reçoit un appel lui apprenant que des restes humains semblant appartenir à sa fille ont été retrouvés. La pauvre mère s'effondre sous le choc. Malgré la douleur de cette nouvelle, les 2 parents souhaitent voir au plus vite leur petite fille afin de la récupérer, de lui rendre un dernier hommage, de lui dire un ultime au revoir. Hélas, les autorités répondent défavorablement à leur requête. En réalité, Jacqueline a été retrouvée il y a des mois. Son corps avait été découvert le 18 septembre 2012, soit à peine 11 jours après sa disparition. Cette révélation bouleverse profondément Floralba et Didier. Cela fait précisément 1 an et 7 mois qu'ils nourrissaient l'espoir de retrouver leur fille vivante, alors qu'elle avait été retrouvée quelques jours seulement après sa disparition. Le 18 septembre 2012, un homme en route pour l'aéroport, Alfonso Bonilla, aperçoit un corps au bord de la route près d'un champ à une distance de 20 minutes en voiture de Cali. Il s'arrête et, horrifié, découvre le corps d'une petite fille. Il contacte aussitôt les autorités. Les parents ainsi que toutes les personnes impactées par ce drame se posent alors la même question. Comment cela se fait-il que les autorités ont mis 1 an et 7 mois à identifier le corps et à contacter la famille? C'est absolument invraisemblable. Dans le flot de critiques et d'indignation qu'a suscité cette tragédie, le directeur de l'Institut national de médecine légale, qui a expertisé le corps de la pauvre Jacqueline, a été contraint de prendre la parole dans les médias. Il explique que le corps de la petite fille leur a été apporté le 18 septembre 2012 et qu'ils ont effectué l'autopsie le lendemain. En raison des conditions météorologiques et de l'exposition au soleil, le corps était dans un état de décomposition très avancé. Il ne subsistait que le squelette et certaines parties du crâne avec quelques cheveux de la malheureuse enfant. Le directeur précise que vu l'état du corps, les causes du décès n'ont pas pu être clairement établies. Néanmoins, les médecins estiment que Jacqueline a subi une mort violente et brutale, comme en témoignent les blessures présentes sur son squelette. Mais cette explication ne passe pas du tout auprès des parents de la petite fille. Cette allocution n'explique pas pourquoi l'identification du corps a pris près de 2 ans. Sachant que l'affaire était très médiatisée, que le corps avait été retrouvé à 20 minutes de Cali et que Floralba et Didier avaient décrit aux autorités la tenue que portait leur fille, celle-ci avait été découverte en même temps que son corps. Selon eux, la corrélation entre ce corps retrouvé quelques jours après la disparition de leur fille et la tenue décrite était évidente. D'autant plus qu'aujourd'hui, près de 2 ans plus tard, on leur demande de vérifier si les vêtements retrouvés appartenaient bien à Jacqueline. La police pour les parents n'est pas non plus exempte de tout reproche à la découverte du corps, ils auraient dû faire le rapprochement. Les autorités policières ainsi que le directeur de la médecine légale ne reconnaissent aucune erreur. Pour eux, tout s'est déroulé selon les procédures habituelles. La difficulté qu'ils ont eue à identifier Jacqueline est, pour le directeur de la médecine légale, seulement liée à l'état de décomposition avancé du corps. Quant aux forces de police, lorsqu'on leur fait part de leur manque de coordination avec la médecine légale, ils se défendent en expliquant que chaque jour, de nombreux cas de disparition sont enregistrés en Colombie et qu'il n'est pas si évident que ça de faire
chaque fois le lien entre un corps et un nom. En bref, ils ne reconnaissent aucune erreur. Malgré cela, pour les enquêteurs, la zone où la pauvre enfant avait été retrouvée n'est pas le lieu du crime. Aucune trace de violence, aucun indice n'avait été relevé à cet endroit-là. Le corps semblait simplement avoir été déposé sur le bord de la route. Floralba et Didier sont abattus. Ils viennent d'apprendre près de 2 ans plus tard que leur petite fille n'est plus de ce monde alors qu'elle avait été retrouvée seulement 11 jours après sa disparition. Ensuite, ils n'ont reçu qu'une petite boîte avec quelques restes de son corps sans avoir pu l'enterrer, lui dire un dernier au revoir. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ne connaissent même pas les circonstances de la mort de leur enfant. Ils s'imaginent 1001 choses, 1001 souffrances qu'elle a dû subir. Ils sont complètement effondrés. En plus de cela, ni la police ni les responsables de la médecine légale ne reconnaissent quoi que ce soit dans le fait que l'identification de la petite fille a duré près de 2 ans. Ils semblent se protéger les uns les autres et n'assument aucune responsabilité. Désormais, Floralba et Didier n'attendent qu'une seule chose, que l'assassin de leur fille réponde de ses actes. Pour eux, il ne fait aucun doute que le coupable est Oscar. Ils espèrent que son jugement rendra justice à Jacqueline. Le 31 janvier 2017, 4 ans et demi après la mort de la petite Jacqueline, Oscar Eduardo Cadavid, qui avait 39 ans au moment des faits, a été reconnu coupable de disparition forcée. Plusieurs témoins attestent l'avoir vu en compagnie de l'enfant de 10 ans le jour du drame. De plus, les caméras de surveillance montrent Oscar converser avec Jacqueline à côté de son pick-up. On le voit également désigner l'angle de la rue, sans nul doute pour récupérer la fillette à l'abri des caméras. Il avait menti à Didier le jour même ainsi qu'à la police quant au trajet qu'il avait fait en compagnie de Jacqueline. Oscar avait également menti à la police en se créant un alibi de toutes pièces que son ami viendra contredire quelques jours plus tard. Aussi, le fait qu'il ait nettoyé méticuleusement son pick-up de manière anxieuse et précipitée illustre une fois de plus sa volonté d'effacer toute trace de preuve. Cependant, il n'a pas été reconnu coupable de meurtre ni de viol. Le corps de la pauvre petite fille étant dans un stade de décomposition trop avancé le jour de sa découverte, il ne fut pas possible de déterminer ni les circonstances de sa mort, ni les sévices physiques et sexuels qu'elle aurait pu subir. Durant son procès, Oscar déclare qu'il n'a jamais fait et n'aurait jamais pu faire de mal à la petite Jacqueline. Il l'a considérée comme sa nièce et avait beaucoup d'affection pour elle. Malheureusement pour lui, sa plaidoirie ne convainc personne et il est condamné à la peine maximale de 43 ans et 4 mois de prison. Il devra également s'acquitter de près de 2 500 000 € d'amende. Il purge actuellement sa peine dans la prison Villa Hermosa à Cali. Bien que rien n'estompera leur douleur et que ce jugement ne leur rendra pas leur petite princesse, les parents de Jacqueline ont le sentiment que justice lui a été rendue. Lorsque la petite famille s'est installée chez la tante de Floralba, elle nourrissait l'espoir d'une nouvelle vie, riche en opportunités, offrant à la petite Jacqueline la meilleure éducation possible. Malheureusement, le rêve a viré au cauchemar. Cette triste affaire nous rappelle une fois de plus que le danger peut être plus proche qu'on ne le croit. Je vous renvoie à ce propos vers 2 affaires déjà traitées sur la chaîne, la triste histoire de Yawaï et celle de AJ. Si vous ne les avez pas vues, je vous les recommande, tous les liens sont en description. Floralba et Didier étaient informés des démêlés judiciaires d'Oscar. Ils savaient qu'il avait récemment purgé une peine de 7 ans pour tentative d'homicide survenue lors d'une altercation. Toutefois, ils étaient loin d'imaginer qu'il pourrait s'en prendre à leur fille. Une altercation qui débouche sur une tentative d'homicide, c'est une chose, mais attaquer et assassiner la petite nièce de 10 ans de son épouse, c'en est une autre. Rien ne pouvait laisser présager une telle horreur. Jacqueline faisait confiance à Oscar, il était le mari de sa grande tante et elle le voyait souvent au restaurant de celle-ci. Il ne représentait absolument pas une menace pour la fillette.
D'ailleurs, même s'il ne la laissait pas seule en sa compagnie, Floralba et Didier ont raconté à différents médias qu'il semblait équilibré et qu'il n'avait jusqu'alors jamais eu de comportement suspect. Hélas, il n'a fallu qu'une seule promenade sans surveillance pour qu'Oscar passe à l'acte. Je pense qu'il l'a enlevée afin de l'agresser S. Alors je n'emploie pas volontairement certains termes afin que la vidéo ne soit pas censurée, j'espère que vous comprenez. Oscar a sûrement agi avec impulsivité, il a sans doute saisi l'opportunité qui se présentait à lui. S'il avait prémédité son crime, je pense que son alibi aurait été un peu plus élaboré. Après, par expérience, je sais qu'il ne faut pas surestimer l'intelligence d'un criminel, bien qu'il y en ait de très intelligents comme certains tueurs en série, d'autres sont complètement stupides, ce qui les rend d'autant plus dangereux. Dans cette affaire, la médecine légale ainsi que les autorités ont mis près de 2 ans à identifier le corps de la pauvre petite Jacqueline qui avait pourtant été découvert 11 jours après sa disparition. Durant ces 2 années, Didier et Floralba vivaient dans l'espoir de pouvoir la retrouver alors qu'elle n'était déjà plus de ce monde. Je n'ose imaginer leur douleur lorsqu'ils ont appris que leur petite fille était morte depuis tout ce temps. C'est vraiment horrible. Pour moi, il s'agit d'une faute professionnelle, d'autant plus que Jacqueline portait les vêtements et les tongs signalés lors de sa disparition. Des affiches avec sa description étaient placardées dans toute la ville de Cali et ses alentours, et bien que son corps était en décomposition avancée, elle avait encore ses cheveux, une analyse ADN aurait pu assez rapidement, je pense, l'identifier. Je pense également qu'il y a manifestement eu un manque de coordination, de communication entre la police et le centre de médecine légale et cela a permis sur la durée d'alimenter toutes sortes de rumeurs. Certains souhaitant empocher la récompense de 2000 € ont raconté avoir aperçu Jacqueline en Équateur ou ailleurs dans un réseau de prostitution. En Amérique latine, mais pas que, il y a d'importants réseaux de trafic S d'enfants. Les autorités colombiennes le savent et ont donc envisagé cette hypothèse lors de l'enquête visant à retrouver la petite Jacqueline. D'ailleurs, la récente sortie du film controversé Sound of Freedom traite de cette effroyable thématique. En France, ce film, boycotté par les médias car jugé complotiste, n'est pas encore sorti en salle. Malheureusement, ce genre d'ignoble réseau existe et ils font des ravages à travers le monde, à croire que pour grand nombre de médias, l'affaire Epstein n'a jamais existé. Si parmi vous, des spectateurs canadiens ou américains ont vu ce film, n'hésitez pas à faire part de votre ressenti le concernant dans les commentaires. Pour finir, comme le matraque Carl Zero depuis des années, plusieurs enquêtes, dont une du Conseil européen, révèlent qu'un enfant sur 5 en Europe a vécu des agressions, des attouchements ainsi que des propositions S. Ce chiffre est effarant. Je ne souhaite pas faire de prosélytisme, mais contrairement à certaines idées reçues, les violences à caractère S envers les enfants ne sont pas uniquement l'apanage des institutions religieuses dont l'Église catholique est souvent mise en avant. Bien qu'il existe des abus dans ces milieux, il ne faut pas se voiler la face, ils représentent 2% de ces violences. En tête de liste, c'est la famille qui est responsable de 70 à 80% des violences S faites sur les enfants. D'ailleurs, 90 à 95% de ces actes révoltants sont commis par des hommes de la famille, beau-père, père, oncle, frère ou cousin. Ensuite, dans ce sombre palmarès, l'école représente 10 à 15% des abus. Les colonies de vacances et les centres de loisirs comptent pour environ 5%. Suivi des instituts médico-éducatifs et des milieux associatifs qui représentent chacun 2,5%. Comme mentionné précédemment, les institutions religieuses représentent 2%. En fin de liste, les placements en foyer et le milieu sportif totalisent chacun 1% des violences à caractère S envers les enfants. Le milieu le plus propice à de tels actes ignobles et révoltants est donc l'environnement familial. Mon intention n'est pas de créer de la paranoïa, mais il est crucial d'en être conscient. Il est primordial d'expliquer dès le plus jeune âge à nos enfants que leur intimité et leur corps leur appartient et que nul n'a le droit de les toucher ou de les contraindre d'aucune manière.
Certes, cela est plus facile à dire qu'à mettre en pratique, mais il s'agit d'une responsabilité fondamentale que nous avons en tant que parents. Si nous ne protégeons pas nos enfants, personne ne le fera pour nous. J'ai légèrement dévié du sujet, mais je crois fermement qu'il s'agit d'un thème crucial. Trop de parents sont naïfs concernant les intentions et la véritable nature de certaines personnes, notamment lorsqu'il s'agit de proches ou de membres de la famille. Concernant notre affaire, Oscar purge actuellement sa peine dans la prison de Cali. Pour ma part, je suis pour enfermer ce type de personnes à vie. Vous avez peut-être un autre avis, mais après un tel acte, pour moi, il n'y a pas de rédemption possible. J'espère sincèrement que la petite Jacqueline repose en paix et que ses parents, Floralba et Didier, parviennent, malgré leur profonde douleur, à avancer et à se libérer de toute culpabilité. Ils ont traversé l'une des épreuves les plus douloureuses qu'un parent puisse endurer. Je leur souhaite tout le bonheur du monde dans cette vie, en attendant qu'un jour ils soient réunis avec leur petite princesse pour l'éternité. Malgré la tristesse de cette affaire, j'espère que vous l'avez trouvée informative et que vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai racontée. Je remercie toutes les personnes encore présentes à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Jacqueline dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir, à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents!